Voilà donc l'image qui va nous servir pour étudier. La première chose qu'on va étudier aujourd'hui, c'est les techniques d'historique. Alors, c'est quoi les techniques d'historique? Eh bien, c'est une technique qui permet de modifier rapidement une partie d'une image, que ce soit modifier la couleur, la texture, la luminosité. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit ça pour commencer ici? C'est parce que vous êtes débutant dans Photoshop et avant de commencer à étudier des techniques professionnelles comme les calques, les couches alpha, les masques de fusion, on va voir cette technique-là qui vous permettra d'être rapidement très créatif dans Photoshop. Il faut savoir que cette technique est également utilisée par les pros quand ils doivent faire de la retouche sur des images. On ne va pas, chaque fois qu'on veut faire une modification de lumière sur une image ou de netteté ou de texture, on ne va pas chaque fois commencer à créer des calques et des masques de fusion. On va plutôt utiliser cette technique qui permet de faire des modifications rapides. Alors cette technique utilise la palette historique qu'on va faire apparaître sur l'écran en allant dans le menu Fenêtre, Historique. Alors la palette historique, si chez vous elle n'apparaît pas à cet endroit-ci, il va falloir la déplacer en la prenant par sa barre et vous la placez en haut comme ça. Alors la palette historique va contenir beaucoup de choses, donc on va l'agrandir avec sa petite case en bas à droite. En fait, la palette historique, elle liste toutes les actions qu'on réalise sur l'image. Et elle indique déjà qu'on a réalisé une action sur cette image, on a ouvert l'image. Donc ceci, c'est ce qu'on appelle un état d'historique, c'est une ligne qui indique une action réalisée sur l'image. Un état d'historique. Alors ça a l'air un peu stupide d'indiquer dans la palette historique qu'on a ouvert l'image, puisque évidemment on va dire mais on le sait qu'on a ouvert l'image, ça ne sert à rien. Et vous allez voir qu'en fait ça sert. Alors pour utiliser la palette historique pour être créatif et faire des modifications rapides sur cette image, il faut régler Photoshop correctement. Il faut savoir que d'origine Photoshop est prévu pour ne garder que les 20 dernières actions réalisées sur l'image. Donc la palette historique ne peut conserver que les 20 dernières actions. Elle va lister seulement les 20 dernières actions réalisées sur l'image, et ça, c'est pas assez pour ce qu'on veut faire, puisque vous allez constater que quand on amène un coup de pinceau sur une image, c'est considéré comme une action. Donc ça peut aller très vite, le nombre d'actions dans la palette historique. Alors, on va faire en sorte qu'elle puisse contenir plus d'états d'historique, donc plus d'actions. Et pour ça, on va dans le menu Photoshop, Préférences, Performance. À cet endroit-ci, vous avez un réglage qui vous permet de modifier le nombre d'états d'historique que la palette va pouvoir contenir. Vous mettez à peu près 300, ce sera suffisant, à peu près. Ça peut être 247, ça peut être 325. Ça n'est pas important, il faut savoir être précis quand c'est nécessaire, et quand c'est pas vraiment nécessaire, vous faites de l'à peu près. Ça peut aller jusqu'à 1000. Alors évidemment, pour que la palette historique puisse contenir autant d'états d'historique, ça suppose qu'on a un ordinateur puissant qui arrive à stocker tout ça. Surtout quand on travaille sur des grosses images. Je clique sur OK. On ne voit aucune différence, mais la palette historique peut maintenant contenir à peu près 300 états. C'est important parce que quand elle ne pouvait contenir que les 20 dernières actions réalisées sur l'image, les premières actions allaient disparaître quand la 21e allait arriver. C'est comme ça. Alors autre chose, pour que ce qu'on veut faire fonctionne bien, on va aller encore modifier le fonctionnement de la palette historique dans, cette fois-ci, le menu de la palette historique. On va dans le menu de la palette historique jusqu'à la ligne Options d'historique. Et dans les options, il faut cocher l'option qui s'appelle
accepter un historique non linéaire. Vous cliquez sur OK. Là aussi, on ne voit pas de changement. Alors, à quoi ça correspond cette option? Je vais vous expliquer un peu plus tard, quand on sera dans le feu de l'action. Alors, je vais donc utiliser la palette historique, la technique de l'historique, pour modifier certaines parties de cette image. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux faire en sorte que certaines fleurs deviennent rouges. Le principe qui va être appliqué ici, c'est que je vais modifier toutes les fleurs pour qu'elles soient toutes rouges, et puis je vais annuler la modification, et puis je vais réinjecter à certains endroits les fleurs rouges. Vous allez comprendre, on va le faire tout de suite. Alors, pour modifier ces fleurs pour qu'elles deviennent rouges, il y a plusieurs solutions, mais une des plus simples pour commencer, c'est d'aller dans le menu Images, Réglages, Teinte, Saturation. Dans la boîte qui s'ouvre Teinte Saturation, vous avez un curseur qui s'appelle Teinte. Vous le modifiez jusqu'à ce que les fleurs soient rouges. Alors vous remarquez que ça modifie toutes les couleurs dans l'image. C'est pas grave. Quand les fleurs sont rouges, vous cliquez sur OK. Et la palette historique vous indique que vous venez de réaliser une action sur cette image, vous avez fait un réglage de teinte saturation. Alors je vais revenir en arrière, parce que c'est à ça aussi que ça sert la palette historique, ça sert à voyager dans la construction de l'image. Je vais cliquer sur la ligne Ouvrir, pas sur la petite case vide en face, j'ai cliqué sur la ligne Ouvrir. Je suis donc revenu d'une étape en arrière et les fleurs sont à nouveau jaunes dans mon image. Et je vais indiquer que je veux injecter dans cette image des fleurs jaunes. L'image des fleurs jaunes, je veux injecter dans cette image les fleurs rouges. Je clique cette fois-ci sur la case vide en face de la ligne Teinte Saturation. Les fleurs étaient rouges au moment où j'ai appliqué Teinte Saturation. Donc je clique sur la case vide, pas sur la ligne, sur la case vide en face de Teinte Saturation. Une icône spéciale apparaît, c'est l'icône de la forme d'historique. C'est l'outil que je vais enclencher maintenant dans la palette des outils. Alors, quand je passe sur l'image, je vois que j'arrive à injecter les fleurs rouges. Et vous voyez que chaque fois que vous faites un trait dans l'image, ça apparaît sous la forme d'un état d'historique dans la palette historique. Alors, souvenez-vous, tout à l'heure, on est allé dans le menu de la palette historique jusqu'à la ligne Options d'historique et on a coché l'option Accepter un historique non linéaire. À quoi ça sert? Eh bien, il faut savoir que si on ne fait pas ça, on aura des problèmes. Parce que dans Photoshop, quand on revient en arrière, comme on a fait tout à l'heure, quand on revient en arrière dans l'historique, et qu'on redessine, ou qu'on fait n'importe quelle action d'ailleurs, eh bien, toutes les actions qui n'apparaissent plus dans l'image sont effacées de l'historique. Sauf si on a été coché l'option qu'on a cochée tout à l'heure. Et ça nous intéresse qu'elle ne soit pas effacée de la palette historique quand on revient en arrière et qu'on refait une action. Il fallait que teinte saturation reste dans la palette historique. Alors, chaque fois qu'un outil est activé dans la palette des outils, ces options apparaissent dans le dessus de l'écran. Et on a notamment ici la palette des formes simples. Il y en a une plus complexe, mais qu'on utilisera plus tard. Donc je clique à cet endroit-ci pour faire apparaître la palette des formes simples. Et vous avez des formes à bord flou. C'est ce qu'il faut quand on fait de la retouche d'image. Ça va permettre d'intégrer les opérations qu'on fait sur les images seront bien intégrées si on utilise des brosses à bord flou. Par contre, les brosses à bord net, on ne va pas les utiliser très souvent. C'est vraiment rare quand c'est utile. Ce sera quand on travaillera sur des textures complexes.
À ce moment-là, les brosses à bord flous feront plus de dégâts que les brosses à bord nettes. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. La plupart du temps, quand on fait de la retouche d'image, on utilise les brosses à bord flou. Et donc je vais par exemple augmenter la taille de la brosse parce que celle que Photoshop me donnait d'origine n'était peut-être pas la meilleure pour faire le travail ici. Voilà. Chaque fois, pour regarder ce que ça va donner sur l'image, j'emmène au-dessus de l'image et je vois le rond de la brosse. Alors il est possible que chez vous, à la place du rond de la brosse, vous ayez cette petite croix. À quoi c'est dû? Ça arrive très souvent aux étudiants pendant qu'ils travaillent dans Photoshop. La forme de brosse disparaît, c'est la croix, ce qu'on appelle le pointeur précis qui vient remplacer la forme de brosse. C'est simplement parce qu'on a enfoncé sur le clavier la touche verrouillage majuscule. C'est la touche qui est juste à gauche de la touche Q. Si on la désenclenche, cette touche verrouillage majuscule, on voit réapparaître la forme de la brosse. Alors le pointeur précis, ce sera utile dans certains cas. Mais dans ce cas-ci, on préfère voir à l'avance, avant de travailler, quelle sera l'épaisseur du trait. Alors à un certain moment, je me dis, tiens, j'ai quand même transformé trop de fleurs en rouge. Je voudrais en retransformer certaines en jaune. Comment je vais faire? Ben, je pourrais cliquer sur les états d'historique dans la palette historique pour revenir en arrière. Mais c'est peut-être pas les dernières fleurs rouges que j'ai transformées que je voudrais annuler. Donc ça ne va pas. Ça ne me permet d'annuler que les dernières fleurs jaunes que j'ai transformées en rouge. Non, si je veux transformer certaines fleurs en jaune, il y a plus simple, je vais simplement cliquer sur la case vide en face de Ouvrir. Je viens donc d'indiquer que je réinjecte l'image telle qu'elle était au moment de son ouverture et je repasse là où je veux. Et elles sont retransformées en jaune. Alors il faut savoir que si vous avez recadré l'image ou modifié la dimension de l'image le nombre des pixels, ça ne va plus fonctionner ce qu'on est en train de faire ici. Donc si on a par exemple utilisé l'outil de recadrage, ou si on a été dans Image, taille de l'image, et qu'on a modifié le nombre de pixels, il ne faut pas vous étonner, mais ça va vous mettre des messages d'erreur. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le contenu de la palette historique ici ne s'enregistre pas avec l'image. Donc si vous enregistrez l'image et que vous la réouvrez, vous n'allez pas retrouver tout ça. C'est vraiment une technique pour faire du travail ponctuel, rapide, pas du travail sur le long terme. Si on veut faire du travail sur le long terme, de la retouche en étant très souple et en ayant la possibilité de modifier très facilement tout, on va utiliser des techniques plus pro, qui seront les calques, les masques de fusion, les couches alpha, qu'on verra au prochain cours. Alors vous voyez qu'il y a une petite corbeille dans le bas de la palette historique. Souvent les étudiants jettent les états d'historique à la corbeille. Il faut savoir que ça ne sert à rien. Actuellement, ça ne sert à rien. On peut imaginer qu'avec le développement de Photoshop et de l'informatique, on pourra à un certain moment prendre un état d'historique et le mettre à la corbeille et que ça se répercute dans l'image. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Si vous jetez un état d'historique à la corbeille, ça ne va avoir aucune répercussion dans l'image. Et comme la palette historique peut contenir 300 états ici, et même jusqu'à 1000 maximum, ça n'a aucun intérêt de jeter les états d'historique à la corbeille pour l'instant. Alors donc, quand on clique sur les différents états d'historique, on voyage dans la construction de l'image. Donc la palette historique nous a servi ici à être créatifs pour modifier certaines fleurs jaunes en rouge, mais son but, c'est également de nous permettre de voyager dans la construction de l'image en cliquant sur les différents états d'historique. Si on fait une erreur, on peut revenir en arrière et l'erreur n'apparaît plus dans l'image. Alors, plutôt que de cliquer dans la palette historique, c'est mieux d'utiliser les raccourcis clavier. Alors les raccourcis clavier, pour ce cours ici, on ne va pas en voir beaucoup parce que c'est inutile d'en apprendre des centaines et de devenir une bête de cirque dans Photoshop qui connaît des centaines de raccourcis clavier.
si à côté de ça, vous n'êtes pas créatif. Donc moi, j'aime autant que vous connaissiez une dizaine de bons raccourcis clavier essentiels et vraiment intéressants, et qu'à côté de ça, vous soyez capable de faire des travaux valables dans Photoshop. C'est quand même le but, c'est finalement d'arriver à faire des travaux valables. Le but, c'est pas de faire de vous des pouces-boutons, des techniciens de haut vol qui n'ont pas de culture graphique. Donc les raccourcis clavier pour voyager dans l'historique, on va quand même les voir parce qu'ils sont utilisés tout le temps. Ça fait partie de ces raccourcis qui sont tout le temps utilisés. Et l'intérêt, c'est qu'ils fonctionnent aussi même si la palette historique n'est pas affichée sur l'écran. Alors, quels sont ces raccourcis clavier? Eh bien, si j'enfonce les deux touches Pomme Alt, je les garde enfoncées et j'enfonce de temps en temps la touche Z, ça va en arrière. Donc, Pomme Alt enfoncé, et puis j'appuie sur Z, ça va en arrière. Évidemment, sur un PC, ce sera CTRL ALT Z. Si j'enfonce Pomme majuscule, que je garde enfoncé, et j'enfonce Z, ça va en avant. Sur un PC, ce sera CTRL majuscule Z. Donc voilà, on arrive à voyager dans la construction de l'image. Pomme Alt Z, Pomme majuscule Z, ou CTRL ALT Z sur le PC, CTRL majuscule Z. Alors je vais fermer ici la palette historique, et vous allez voir que ça fonctionne même si la palette historique n'est pas affichée sur l'écran. Pomme Alt Z, Pomme majuscule Z. Et donc on fait tout le temps ça dans Photoshop. Pendant qu'on est en train de travailler, on fait des erreurs, c'est normal. Eh bien on fait Pomme Alt Z autant de fois qu'il faut pour aller en arrière. Si on veut aussi comparer, on vient d'appliquer un filtre, on vient de faire un réglage couleur sur une image, on veut voir l'avant-après pour juger est-ce que ce que je viens de faire est vraiment bien, est-ce que ça a amélioré les choses, ou est-ce que je laisse tomber et que finalement je ne l'applique pas. Eh bien on fera aussi Pomme Alt Z pour comparer. Et puis Pomme majuscule Z. Donc on va faire l'avant-après. Comme ça. Pomme Alt Z, Pomme majuscule Z. Donc on en a terminé avec cette image. Donc je vais la fermer, soit en enfonçant les touches Pomme W, soit en cliquant sur la petite boule rouge à cet endroit-ci. Et pas besoin de sauvegarder. Et donc je descends au niveau du Finder, soit en cliquant n'importe où entre les palettes de Photoshop, soit en enfonçant la touche Pomme et en même temps la touche tabulation jusqu'à ce que j'arrive sur le Finder. Et puis vous allez devoir ouvrir cette image-ci qui se trouve dans le dossier P01-2. C'est l'image Danse 11 pointif. Voilà, j'ai double-cliqué donc sur l'image, elle s'est ouverte dans Photoshop. Alors, vous remarquerez plus tard à certains cours que quand on double-clique sur certaines images dans le serveur, elles ne s'ouvrent pas d'office dans Photoshop. Mais là, on verra quelle est la procédure pour les forcer à s'ouvrir dans Photoshop. Mais là, elle s'est ouverte dans Photoshop, donc c'est très bien. Alors, je vais également utiliser ici le principe de l'historique pour modifier rapidement cette image. C'est un peu la suite de l'exercice précédent. Donc, la palette historique, menu fenêtre historique. On voit que j'ai déjà donc ouvert l'image, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais appliquer sur cette image un filtre qui sert à trouver les contours dans l'image. Menu filtre, esthétique, tracer des contours. Filtre esthétique, tracer des contours. Et donc Photoshop me trouve les contours dans cette image. C'est sympa. Et si je veux que ça ressemble vraiment à un dessin, parce que c'est ce que je recherche en fait, je vais enlever les couleurs. Image, réglage, désaturation. Et voilà, j'obtiens une espèce de dessin. Alors, le problème habituel avec les filtres, c'est que les étudiants débutants, ils appliquent ça sur toute l'image,
les filtres, et puis finalement, quelqu'un qui n'a jamais vu l'image originale, qui découvre par exemple ceci, ben pour lui c'est de la compote, de la mélasse, il ne voit pas grand-chose, il ne comprend pas grand-chose à ce qu'il voit. C'est le problème du filtre avec les débutants, mais ce qu'il faut faire en fait, c'est appliquer le filtre seulement sur une partie de l'image. Et là, ça devient plus intéressant, et c'est ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on utilise le principe de l'historique ici pour faire ça. Je vais cliquer sur la ligne ouvrir, voilà la photo qui revient. Je clique sur la petite case en face de la ligne désaturation. Ah oui, au fait, désaturation, on aurait très bien pu le faire en allant dans Image Réglages, Teinte Saturation, et en mettant le curseur saturation à -100. Si je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre que Photoshop est moins compliqué qu'il n'y paraît. En réalité, dans les menus, il y a plein de choses qui sont inutiles, on pourrait très bien s'en passer. Par exemple, la ligne désaturation, ici, elle pourrait très bien ne pas exister, on aurait eu qu'à aller dans teinte saturation et désaturer. Donc, intéressant pour les débutants, ne vous soyez pas effrayés par le nombre de fonctions qu'il y a dans Photoshop. Il y en a beaucoup qui ne servent pas à grand-chose et dont on pourrait se passer. Alors, je dessine sur l'image, donc j'injecte le dessin. Alors ça ressemble assez à ce qu'on a fait lors de l'exercice précédent. Donc ça n'a pas un grand intérêt. Ce qui va être plus intéressant, c'est d'utiliser une grande brosse floue. Alors, je clique à cet endroit-ci, donc pour faire apparaître la palette des formes, et je vais choisir la plus grande brosse floue qui est proposée, c'est la brosse 300 pixels. Voilà à quoi ça ressemble. Alors peut-être que je trouve que c'est pas encore assez grand, ben je prends le curseur à ce moment-là dans la palette des formes et j'augmente le diamètre. Voilà, 411 dans ce cas-ci. Et donc avec ça, je peux passer et injecter le dessin. Et je fais un fondu entre la photographie et le dessin. C'est déjà une sorte de photomontage. Si j'ai trop injecté de dessin, ben c'est très simple. Dans la palette historique, je clique sur la case vide en face de Ouvrir et j'injecte la photographie là où je veux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on vient de faire ici, ce n'est pas un tutoriel. Ce n'est pas une recette à appliquer. Le but ici de mon exercice, c'est de vous faire comprendre que grâce à la technique de l'historique, on peut être très créatif dans Photoshop, on peut choisir n'importe quoi comme filtre, n'importe quoi comme réglage couleur, et on peut démarrer sur une image et vraiment être créatif facilement. Donc, ce n'est pas un tutoriel, le but c'est de vous faire comprendre que ça permet d'être créatif et aussi qu'on peut utiliser donc une grosse brosse floue pour faire des fondus entre les images, les différentes versions de l'image. Dans ce cas-ci, la version photo et la version dessin. Alors, parfois, quand on travaille dans Photoshop, les palettes nous ennuient parce qu'elles recouvrent l'image. C'est très simple de s'en débarrasser temporairement. Il suffit d'enfoncer la touche tabulation sur le clavier. C'est la touche qui est juste à gauche de la touche A et les palettes disparaissent. Et donc, je peux profiter pleinement de mon image. Si je veux faire réapparaître les palettes, touche tabulation, elles réapparaissent. Il y a possibilité aussi d'enfoncer la touche majuscule et, pendant qu'elle est enfoncée, la touche tabulation. Ça ne fait disparaître que les palettes de droite. La palette des outils et les options restent. C'est majuscule, tabulation. Alors, je vous avais dit que j'allais vous expliquer comment Photoshop fait pour trouver les contours dans une image. Bien voilà, avec cet exemple, vous allez comprendre, ça n'a rien d'extraordinaire. Comme je vous ai dit, c'est une technique qui existait déjà avant l'informatique en photographie traditionnelle. Donc, si je demande à Photoshop, par exemple, de trouver les contours dans cette image,
Photoshop, sans que vous le voyiez, il va créer une version floue de cette image. Ça va ressembler à ça, donc. Et puis, il va comparer les données. Il va comparer les données entre la version originale de l'image et la version floue qu'il a créée. Alors, c'est pas difficile à comprendre si on compare la version originale de l'image et la version floue. Le seul endroit où ça a changé entre les deux, c'est là où il y a une transition entre deux zones de couleurs. Certains pixels qui étaient blancs dans l'image originale sont devenus roses dans la version floue. Certains pixels qui étaient rouges dans la version originale de l'image sont devenus également roses dans la version floue. Et donc voilà comment Photoshop fait pour trouver les contours dans l'image. Il compare les données originales et les données d'une version floue de l'image qu'il crée à l'occasion, chaque fois qu'on lui demande de trouver les contours dans une image. Donc ça peut être le filtre tracer les contours, mais c'est également utilisé quand on demande d'accentuer les détails avec le filtre renforcement accentuation des détails, qui également fait appel à la détection des contours. Alors, en photographie traditionnelle, quel est l'équivalent? Eh bien, en labo, vous savez qu'on projette un négatif sur du papier, et puis qu'on développe le papier après pour faire une photographie. Eh bien, si on veut accentuer les contours dans une photographie, on va créer un négatif du négatif, et ce négatif du négatif sera flou, on va le faire délibérément flou, puis on va superposer ce négatif flou au négatif original. La seule chose qui va rester, ce sont les contours, les transitions entre les zones de couleur ou de valeur, les différentes zones d'intensité de gris dans l'image. Les transitions vont ressortir en superposant ces deux négatifs, et ça va donc permettre de faire un travail de labo qui va accentuer le bord des objets, qui va donner plus de netteté, et c'est quelque chose qui est énormément utilisé dans les magazines. Ça a été beaucoup utilisé, et c'est toujours beaucoup utilisé, mais maintenant en numérique bien sûr, mais avant le numérique, c'est une technique qui était également utilisée. C'est ce qu'on appelle en fait la technique du masque flou. Et donc ce n'est pas pour rien qu'on retrouve ça aujourd'hui dans Photoshop quand on veut accentuer les détails. Dans le menu filtre, accentuation, et on a la technique du masque flou. Alors ici, dans le dossier P01-2, je vais ouvrir une image qu'on a déjà utilisée pour apporter ici des informations supplémentaires sur la manière de travailler avec la forme d'historique et la palette historique. Donc je vous rappelle que pour bien travailler avec la forme d'historique et la palette historique, pour être créatif, comme on a vu au premier cours, il faut que Photoshop soit bien réglé, donc dans le menu Photoshop Préférences, Performance. On a été réglé ici pour avoir plus que 20 états d'historique dans la palette historique. Donc ça va retenir plus que les 20 dernières actions. Dans ce cas-ci, ça va en retenir 351. Et dans le menu de la palette historique, il faut être allé jusqu'à Options d'historique et avoir coché Accepter un historique non linéaire. Tout ça a été expliqué au premier cours. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi ici. Alors, si je veux modifier la couleur du tutu de la demoiselle ici à droite, si j'applique la méthode qu'on a vue au premier cours, je dois aller dans un réglage couleur, par exemple image réglage teinte saturation. Je dois modifier la position du curseur teinte de manière à changer la couleur du tutu. Mais comme on le voit, ça modifie la totalité de la photo. Techniquement, ce n'est pas un problème. Je vais pouvoir appliquer ça. Je clique sur OK. Je vais pouvoir cliquer sur la ligne Ouvrir dans la palette historique pour revenir d'une étape et retrouver donc la photo non modifiée. Je vais pouvoir cliquer sur la case vide en face de teinte saturation et je vais pouvoir injecter, avec l'outil forme d'historique, injecter la version modifiée dans l'image non modifiée. Donc voilà, la forme d'historique est activée dans la palette historique. Je prends une forme de brosse et j'injecte la version modifiée de l'image dans la version non modifiée.
Donc techniquement, ça fonctionne. Le problème de cette méthode, c'est que quand j'ai modifié la couleur du tutu, je n'ai pas pu modifier la couleur en fonction des autres couleurs de l'image, puisque toute l'image se modifiait. Et donc, il est possible qu'ici, j'ai une petite surprise. Le tutu de cette couleur-là ne donne pas aussi bien que je croyais. Ici, j'ai dépassé tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il suffit que je clique sur la case « Ouvrir » et que j'aille réinjecter l'image telle qu'elle était à l'ouverture. Voilà pour corriger. Ici aussi. Donc, je vais fermer l'image et la réouvrir. Si je fais ça, c'est pour vider la palette historique, mais il y aurait d'autres moyens de la vider. Donc, je peux aller rechercher l'image et l'ouvrir dans Photoshop. Je peux aussi simplement dans Photoshop demander d'ouvrir les fichiers récents. Ça, c'est une bonne astuce dont on a déjà parlé. Menu Fichier, ouvrir les fichiers récents. Et voilà. Donc, comment faire pour bien choisir la couleur du tutu en fonction des couleurs de cette photographie ? Eh bien, je vais simplement faire une présélection au lasso. Donc là, j'active le lasso libre. Dans ces options, le contour progressif est sur 0. Ce n'est pas grave, c'est même bien, parce que de toute façon, je vais faire une sélection ici qui va être assez éloignée du tutu. Voilà. Donc, bien entendu, la palette historique m'indique que je viens de faire une sélection au lasso. Je vais maintenant dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Je vais modifier la couleur. Et je peux choisir la couleur en fonction des autres couleurs de cette photographie. Donc peut-être que si je veux que le tutu soit vert, je vais choisir une autre teinte de vert que tout à l'heure, parce que je vais pouvoir mieux appréhender le résultat final. C'est donc une question de choix artistique. Quand on choisit de mettre une couleur dans une image, c'est en fonction du contexte de cette image. Parce que la perception de l'œil humain est très variable. L'œil humain n'est pas comme un appareil scientifique qui voit les couleurs de manière objective. Quand il voit une couleur, c'est en fonction des autres couleurs qui sont autour. Donc ce sont des considérations sur lesquelles on reviendra en deuxième année lors du cours de colorimétrie. Et vous verrez qu'il y a des démonstrations où on verra plusieurs images avec des couleurs qui semblent être différentes dans ces images. Et en réalité, elles sont identiques. C'est bien la preuve que l'œil est influencé par les couleurs qui environnent. Donc ici, on va dire que c'est exactement la couleur du tutu que je veux et que je l'ai choisi bien en fonction du contexte autour. Je clique sur OK. Je vais revenir en arrière dans la palette historique en cliquant sur le mot « Ouvrir ». Je prends l'outil Forme d'historique. Je clique sur la case vide en face de la ligne Teinte, Saturation. Et je vais réinjecter cette couleur-là. Et donc, pas de surprise, ça s'intègre bien au reste. Visuellement, la couleur, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai choisi. Encore une fois, là, j'ai dépassé. Je vais prendre une brosse un peu plus petite. Et je vais indiquer que je réinjecte l'image telle qu'elle était à l'ouverture. Ici, je vais continuer le travail en modifiant la couleur du tutu de gauche. Et ce sera l'occasion de voir qu'on peut non seulement modifier la couleur, bien entendu, mais également la texture. Donc je vais activer le lasso. J'entoure, sans essayer d'aller contre, j'entoure le tutu de gauche, ce qui va me permettre donc de choisir la couleur
en fonction du reste de la photographie, donc non seulement des autres tutus rouges, mais dans ce cas-ci également du tutu vert. Donc c'est un choix artistique que je vais pouvoir faire grâce à cette technique de la présélection au lasso. Image, réglage, teinte, saturation. Je choisis la couleur. On va dire que c'est cette couleur-là qui me convient. Je trouve que ça va bien avec le vert d'à côté et avec le rouge des autres tutus. Je clique sur OK. Alors en plus d'avoir cette modification de couleur, je voudrais une modification de texture. Je vais ajouter du bruit. Menu filtre, bruit, ajout de bruit. Alors le bruit, c'est quoi? Ce sont des parasites. Donc qu'on soit dans le domaine du son ou dans le domaine de l'image, le bruit, c'est ce qui décrit un parasitage. Donc voilà le bruit, quand j'en mets une centaine de pourcents, ça modifie complètement l'image, on ne voit plus rien. Mais avec une quantité moins grande, j'obtiens un effet de paillettes qui peut être sympathique ici. Je peux choisir la manière dont le bruit se calcule. Donc c'est à tester. On va dire que ce résultat-ci me convient particulièrement, je trouve que c'est sympathique. Je clique sur OK et je vais annuler donc ce que je viens de faire. Non seulement l'ajout de bruit, mais aussi la teinte de saturation que j'ai faite sur ce tutu. Donc je clique sur le dernier travail à la forme d'historique que j'ai fait sur le tutu précédent. Parce qu'évidemment, si je clique sur ouvrir, tout le travail sur le tutu de droite est oublié. Ça ne m'intéresse pas, je veux qu'il reste. Donc, ce n'est pas sur ouvrir cette fois-ci que je clique, bien entendu. C'est sur le dernier travail à la forme d'historique sur le tutu de droite. J'indique que je vais réinjecter l'image telle qu'elle était quand j'ai ajouté du bruit. J'utilise la forme d'historique et je passe. Et j'injecte donc le tutu dont j'ai modifié la couleur, mais aussi l'aspect, avec cet aspect de paillettes. Au besoin, si je trouve que c'est trop fort, je voudrais tester, voir un peu ce que ça donne si je mélange la version modifiée de ce tutu avec la version non modifiée. Je clique sur la case vide en face de la ligne ouvrir. Je vais prendre une grande forme de brosse. Et je vais régler l'opacité à 50%. Donc je vais réinjecter, dans ce cas-ci, l'image originale à 50% sur ce tutu. Et je vais voir ce que ça donne. Sans lâcher le bouton de la souris. Voilà ce que ça donne. J'annule. Pomme Z sur le Mac, CTRL Z sur le PC. Et je me dis, tiens, c'est peut-être bien que ce ne soit pas totalement filtré sur le dessus du tutu, mais sur le bas, ça va rester totalement filtré. Donc avec cette grosse brosse à bord flou, je vais passer sur le dessus seulement. J'ai gardé le tutu complètement filtré en bas et à moitié filtré au-dessus. Je vois que j'ai débordé un peu trop quand j'ai réinjecté la version avec paillettes. Donc là, je vais remettre l'opacité à 100%, prendre une brosse plus petite et aller retravailler le bord inférieur ici. Voilà. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le dessus de la palette historique. C'est ce qui concerne ce qu'on appelle les instantanés. Les instantanés, en fait, c'est très simple, c'est la même chose qu'un état d'historique, sauf que c'est l'utilisateur qui, à un certain moment, décide de stocker un état d'historique, là, dans le dessus de la palette historique. L'instantané qu'on voit ici, je peux cliquer dessus, c'est l'image telle qu'elle était à l'ouverture. Donc c'est la même chose que de cliquer sur la ligne ouvrir.
Mais souvenez-vous que si on n'a pas été réglé les performances pour que l'historique contienne plus de 20 états, normalement, la ligne ouvrir disparaît assez vite de la palette historique. Donc cet instantané qui se crée à l'ouverture peut être utile. Alors je reviens tout en bas pour quand même récupérer le travail que j'ai réalisé. Alors je vais faire un réglage, image réglage, désaturation par exemple. Ensuite un réglage de contraste, image réglage courbe. Je n'utilise pas évidemment le réglage luminosité contraste qui est un réglage de débutant. Je sais faire la même chose avec le réglage des courbes et même plus encore. Donc je mets 2 points dans le réglage des courbes, dans le graphique, et je bouge ces points de manière à régler le contraste. Et je peux même en ajouter plus. Donc, comme j'écrase le dessus de la courbe ici, je fais de l'écrêtage. Donc, il y a plein de parties qui étaient très claires dans l'image qui sont devenues totalement blanches. Mais c'est un effet artistique, ça peut m'intéresser. Et je vais créer ici un instantané. Menu de la palette historique, nouvel instantané. Voilà. Pourquoi gris? Parce que j'ai enlevé les couleurs. Pourquoi brûlé? Parce que c'est en rapport avec la photographie. Quand on dit qu'une image est brûlée, ça veut dire qu'il y a eu trop de lumière et on a perdu du détail. Qu'est-ce que je vois apparaître? L'instantané en question qui est là. Donc, dans ce cas-ci, je peux revenir en arrière, dans l'historique. Je récupère ma version en couleur. Je vais zoomer un peu en arrière ici. Et je vais simplement cliquer sur la case vide en face de l'instantané qui s'appelle gris brûlé. Et avec la forme historique, je vais pouvoir l'injecter là où je veux. Voilà. Donc clairement, vous comprenez que les instantanés, c'est comme des états d'historique. Sauf que on voit, on a une prévisualisation de ce que ça donne. Mais c'est tout petit, c'est pas génial quand même. Par contre, les états d'historique, on n'a aucune prévisualisation. En tout cas, pas encore dans cette version-ci de Photoshop. Donc, si le premier instantané s'est créé à l'ouverture de l'image, c'est simplement parce que dans les options d'historique, on a l'option qui est ici cochée, créer le premier instantané automatiquement. Vous voyez qu'on peut également faire en sorte qu'un instantané se crée automatiquement chaque fois qu'on enregistre. Alors bien sûr, les instantanés, c'est comme les états d'historique, ça ne s'enregistre pas avec l'image. Donc, si j'enregistre l'image ici, fichier enregistré sous, ici je l'enregistre au format TIFF parce qu'elle était en TIFF, mais le principe serait le même si je l'enregistrais au format Photoshop ou un autre format. Alors pour prouver que les instantanés et les états d'historique ne s'enregistrent pas avec l'image, je vais maintenant fermer l'image. Je retrouve mon image ici dans 11 avec tutu coloré. Je double-clique sur elle. Elle s'ouvre dans Photoshop. Qu'est-ce que je remarque? Dans la palette historique, je n'ai plus les états d'historique. Il y en a un qui vient de se créer ici pour indiquer que je viens d'ouvrir l'image. Et il y a un instantané qui s'est créé à l'ouverture avec mes tutus colorés. C'est l'image telle qu'elle est là maintenant.